Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, deux pays ont reconfirmé aujourd'hui la poursuite de leur coopération et de leurs relations diplomatiques avec Madagascar. L'ambassadeur de Suisse, Rolf Stalder, et l'ambassadeur de Turquie, Ishak Ebrar Tubuksu, sont venus présenter au président de la République, André Zouel, leur lettre de créance. Judicial Hanjanirin, André Zanjabe. Une double cérémonie montrant à la fois que les relations entre Madagascar et sa position diplomatique se renforcent s'est déroulée aujourd'hui. Cela démontre également que nos partenaires sont convaincus du plan de développement élaboré par le gouvernement et sont prêts à le soutenir. L'ambassadeur de la Confédération suisse, Rolf Stalder, lors de l'entretien qu'il a eu avec le président de la République, André Zouel, a confirmé la multiplication des projets communs liés à la lutte contre le changement climatique. Les deux parties ont également discuté de l'élargissement de la coopération dans le domaine de l'éducation. La Suisse soutient également le travail de développement et de réforme du gouvernement malgache, notamment dans le secteur social structuré au sein du PEM. On a souligné les relations amicales entre nos deux pays et c'est des relations excellentes. Et j'ai assuré le président que je vais tout faire pour continuer cette excellente relation entre nos deux pays, la Suisse et le Madagascar. Le nouvel ambassadeur de Turquie est également convaincu du succès de la coopération. La Turquie alloue un budget de 85 milliards de dollars au projet avec lesquels elle collabore avec de nombreux pays d'Afrique, dont Madagascar. Il a déclaré que les compétences des entreprises turques dans les transports publics et les infrastructures sont inégalées. Ces entreprises sont donc prêtes à apporter leur expérience à Madagascar. Je peux citer l'intérêt des entreprises turques à vouloir venir travailler, contribuer au développement économique de votre merveilleux pays. Je crois qu'il y a beaucoup à faire, notamment dans le domaine de la construction. Et il se trouve que les entreprises turques sont très fortes dans ce domaine-là. Donc, dans un futur proche, nous essaierons d'organiser une rencontre entre les hommes, le monde des affaires turc et le monde des affaires de Madagascar. Le projet Tanama Swanj est l'un de ces grands projets et les deux parties ont parlé d'effectuer une visite officielle en Turquie et de faire venir une forte délégation comprenant principalement le secteur privé malgache. Et parlons toujours de diplomatie. Dans le cadre de la coopération franco-malagasse, le président du Sénat de Madagascar, Azaf Maefa Herman, a réitéré qu'une visite du Sénat français se tiendra d'ici peu. C'est ce qui a été évoqué lors de la visite de courtoisie effectuée par le nouvel ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guiwa, au président du Sénat. L'entretien est substantiel d'après l'ambassadeur du fait que les sujets évoqués sont d'une très grande importance pour raffermir les relations entre Madagascar et la France et surtout entre les Sénats des deux pays. Ce diplomate français a également expliqué que la reprise des relations interparlementaires est essentielle après la période de la Covid-19. Par ailleurs, la biodiversité et la question de protection de l'environnement ainsi que les sujets relatifs à la géopolitique mondiale figurent parmi les sujets évoqués lors de cette visite de courtoisie. Écoutons les propos du nouvel ambassadeur de France à Madagascar. Comme vous le savez, j'ai pris mes fonctions il y a seulement quelques jours et cet entretien, je crois pouvoir le dire, il a été long et chaleureux et substantiel. Nous avons abordé beaucoup de sujets d'intérêt commun et j'ai dit au président du Sénat combien les relations entre la France et Madagascar sont riches, diversifiées et combien dans ce cadre-là, les relations interparlementaires sont essentielles. Le président a reçu une délégation du Sénat français il y a quelques semaines, quelques mois. Et c'est vrai que dans ce contexte post-Covid, il est tout à fait essentiel que les relations politiques, diplomatiques, parlementaires reprennent selon un rythme soutenu. Et c'est ce que nous allons faire. Et nous avons abordé avec le président un grand nombre de sujets de coopération pour lesquels, évidemment, mon appui, ma contribution dans le cadre des politiques décidées à Madagascar sera totale. En tous les cas, j'étais très heureux de cet échange.
Éducation à présent, 7 ans déjà sont passés depuis la signature de la feuille de route pour l'éducation 2030. Une feuille de route, un agenda dont l'objectif est d'améliorer l'éducation internationale et Madagascar y participe. Il ne reste que 8 ans pour la réalisation de cette vision. De ce fait, le leadership des enseignants et enseignantes dans l'amélioration de l'éducation est important. Ainsi, ces derniers doivent suivre des formations pour s'assurer d'avoir de bons résultats à la fin de l'année scolaire. Le thème de cette journée mondiale des enseignantes et des enseignants 2022 est « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Par ailleurs, l'activité phare du CONAMEPT ou la Coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous est la diffusion des messages clés au niveau national de cet événement. Cette journée mondiale vise à mettre en avant le métier d'enseignant et à appeler les États ainsi que les gouvernements à investir dans les enseignants, les impliquer et leur faire confiance. Toujours dans ce contexte, l'éducation évolue avec le temps et nécessite de la part des enseignants un recyclage régulier pour pouvoir transmettre un meilleur enseignement aux élèves. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des enseignants, nous allons suivre à travers ce reportage de Felana Rakoutoarsoul et de Asnara Falzanar la vie d'une enseignante. Reportage. Le partage de connaissances, l'amour des enfants, mais surtout la volonté de contribuer à l'éducation des enfants malgaches ont poussé Maria à choisir le métier d'enseignante. Elle en a toujours rêvé et à la fin de ses études, elle a immédiatement exercé cette profession. Enseigner n'est pas facile selon cette dernière, mais cela ne l'empêche pas de partager ses compétences avec ses élèves à travers les outils qui sont à sa disposition. En cette journée mondiale des enseignants, Maria appelle les enseignants à ne pas négliger le travail car les enseignants sont les outils de changement à travers l'éducation. Dans un tout autre sujet, la signature de coopération entre le SAMIFIN, ou Service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, et Interpol, a eu lieu aujourd'hui à Mbudzanak. L'objectif de cette coopération est de faciliter l'obtention d'informations, lesquelles ne seront plus limitées par les frontières. La facilité de communication entre tous les services concernés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes figure également parmi les objectifs. Détails sur les images de Yves Janel. La criminalité transnationale organisée prend de l'ampleur à Madagascar, notamment la traite des êtres humains, l'exportation de nos richesses nationales, etc. Selon le directeur général du SAMIFIN, Razon Arson-Mamtin, ceux-ci conduisent au blanchiment de capitaux. Par ailleurs, le blanchiment en provenance de l'extérieur et le financement du terrorisme, qui se représente par une action caritative, est également une criminalité transnationale qui existe à Madagascar. Depuis toujours, le SAMIFIN fait face à des difficultés d'accès aux informations externes liées à ces questions. Étant donné qu'Interpol dispose d'une base de données, le SAMIFIN sera inclus dans un des 18 d'entre elles à travers cette coopération. La signature de l'accord de coopération entre les deux parties a eu lieu aujourd'hui à Mbudzanak. Interpol en profitera également car il sera intégré à la PNC ou plateforme numérique centralisée qui est une plateforme d'échange d'informations et de renseignements entre les administrations publiques spécialisées et les organes d'application de la loi dont la gendarmerie, la police, la douane, le Bianco et le SAMIFIN. L'intégration d'Interpol dans ce système apportera une nouvelle perspective à la plateforme, notamment en termes d'échange de renseignements et d'appui aux investigations en vue de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Tourisme à présent, les opérateurs touristiques venus à Madagascar dans le cadre de l'Éductour ont admis que notre île a de forts potentiels touristiques. Sa promotion ne devrait donc pas être difficile, affirme-t-il. De leur côté, les opérateurs touristiques malgaches espèrent également que ce secteur se redressera pleinement après la crise que traverse le monde du tourisme. Fadjessena Mirai, Yves Janel. Fort-Dauphin, dans la région d'Anous, est l'un des 9 lieux qui ont accueilli les opérateurs touristiques étrangers. Il y existe de nombreux sites touristiques, dont le Pic Saint-Louis qui a conquis les opérateurs touristiques étrangers qui ont escaladé la montagne et découvert la belle ville de Fort-Dauphin du sommet du pic.
De plus, Fort-Dauphin possède également une mer où l'on peut faire du surf. Tous les sites touristiques ici sont géniaux et vendables selon eux. Fort-Dauphin très varié et ça m'a beaucoup plu en tout cas. Et voilà, c'est pas terminé, mais j'espère encore voir beaucoup de choses. Mais jusque-là, on ne s'est pas ennuyé du tout et il y a vraiment des belles choses, autant par rapport à la mer que l'après-midi. Donc les activités sont variées, les découvertes sont belles, les gens sont accueillants. Ces opérateurs touristiques proviennent de 7 pays. Leur venue à Fort-Dauphin est un espoir pour les guides et les hôteliers locaux qui ont survécu durant la crise qui a duré 2 ans. En effet, ils sont ici pour promouvoir cette destination dans leur pays. L'Éductour à Madagascar est une nouvelle stratégie de la promotion du secteur touristique initiée conjointement par l'ONTM ou l'Office national du tourisme à Madagascar et le ministère du Tourisme. Et après la période de la Covid-19 jusqu'en cette année 2022, les violences physiques et domestiques sont les plus fréquentes d'après le ministère de la Population. Face à cela, le ministère en charge de la population appelle les victimes ainsi que les témoins à venir effectuer leur signalement qui se fera en toute discrétion et en respectant totalement l'anonymat. Pendant 3 jours, un atelier de réflexion et de consultation d'un plan de communication nationale sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre se tient à Anoussi. À Madagascar, le taux de prévalence des violences basées sur le genre reste élevé. Les violences physiques et domestiques sont les plus fréquentes et cela a un rapport avec le mariage précoce. Selon l'enquête par CRAP à indicateurs multiples, conduite en 2018, 32% des femmes ont déclaré avoir subi une violence dans les 12 mois qui précédaient l'enquête et 14% des femmes ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. D'après toujours les données, la violence conjugale est plus diffusée dans le milieu urbain que rural qui est de 30% contre 21%. Et cela ne diminue pas avec l'amélioration des revenus. Presque 31% des plus riches contre 15% des plus pauvres déclarent avoir subi une violence physique par leur mari ou leur partenaire actuel ou précédent. Selon toujours le rapport de l'enquête, 2 filles sur 5 se marient ou entrent en union conjugale avant l'âge de 18 ans, faisant de Madagascar l'un des pays où le taux de mariage des enfants est des plus élevés au monde. La plupart des victimes ou des témoins de cas de violence ont peur de signaler. Ainsi, le ministère de la Population les incite à procéder au signalement. L'anonymat et la confidentialité seront respectés. Il convient de noter qu'à partir de ce jour et pendant 3 jours, un atelier de réflexion et de consultation dans le cadre de l'élaboration des plans de communication nationale sur la prévention et la lutte contre la VBG pour les années 2022-2023 se tient à Anoussi. Les participants de l'atelier sont composés de représentants de plusieurs acteurs dans le domaine de la VBG dans l'association FITI. Pour terminer les actualités locales, les dommages causés aux aires protégées d'Intimène et de Kirinda-Mitea constituent une menace pour la région de Menabe. Nombreuses en sont les causes selon les responsables locaux qui ont visité la région. L'émigration qui ne respecte pas les normes, mais il y a aussi une exploitation illégale de la forêt constitue également des menaces selon toujours les explications. Jean-Claude Ranjamalal. La destruction de la forêt ne cesse de prendre de l'ampleur et les animaux des zones protégées d'Intimène et de Kirinda-Mitea commencent à disparaître. Une solution pérenne sera désormais mise en place en collaboration avec les ministères qui composent le CROFAD, notamment le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Intérieur et les USA à travers l'USAID. Des programmes ont été conçus pour aider les personnes qui doivent être déplacées et les communes qui mettront en œuvre les projets. Le plan d'aménagement du territoire pour ces immigrés doit être réalisé afin qu'ils puissent assurer leur avenir. Selon les bailleurs, l'aval du gouvernement est attendu.
De nombreux techniciens issus de ces ministères et de l'USAID ont effectué une visite pour voir la situation dans les communes où ces projets seront réalisés. De leur côté, les habitants se disent prêts à déménager. Environ 500 familles vivant dans l'aire protégée de Menabe-Intimane devront être relogées pour éviter la destruction de cette zone. Dans les actualités internationales, Moscou confirme son recul dans le sud de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe a dévoilé des cartes militaires exposant l'état du repli de son armée. Volodymyr Zelensky a quant à lui annoncé des avancées puissantes dans le sud et à l'est de l'Ukraine. France 24. Dans la petite ville de Novopetrivka, au nord-est de Kherson, le drapeau ukrainien a chassé l'étendard russe. Même scène, à quelques encablures à Davydiv-Bride. L'armée ukrainienne vient d'effectuer sa plus importante percée dans les défenses russes dans le sud du pays. Gloire à l'Ukraine, gloire aux marines. Ce 4 octobre 2022, Davydiv-Bride a été libéré des orques par la 35e brigade des marines. Des avancées notoires, mais la province de Kherson reste contrôlée à 90% par les Russes qui viennent de l'annexer. Mais c'est surtout sur le front est que la contre-offensive ukrainienne est actuellement la plus efficace. Pour le président ukrainien, ce n'est qu'un début. L'armée ukrainienne progresse assez rapidement et puissamment dans le sud de notre pays dans le cadre de l'opération de défense actuelle. Des dizaines de villages ont déjà été exemptés du pseudo-référendum russe, organisé cette semaine uniquement dans les régions de Kherson, Kharkiv, Louhansk et Donetsk. Malgré cette série de revers cuisants, l'armée russe n'a pour le moment pas annoncé de retrait et les autorités appellent à ne pas paniquer. Moscou compte sur le renfort de la mobilisation partielle pour reprendre l'avantage. À ce jour, plus de 200 000 personnes sont arrivées dans les forces armées. J'ai demandé à ce qu'elles soient équipées en vêtements et autres affaires et de leur assigner des positions. De son côté, Kiev continue de recevoir le soutien militaire des États-Unis. La Maison-Blanche vient d'annoncer un nouveau volet de 625 millions de dollars pour aider les Ukrainiens à chasser les Russes. La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé 4 missiles en direction de la mer au lendemain du tir par la Corée du Nord d'un missile balistique qui a survolé le Japon, a indiqué Séoul. France 24. Des manœuvres en réponse aux tirs de missiles nord-coréens. La Corée du Sud et les États-Unis ont mené des exercices conjoints pour dissuader Pyongyang de poursuivre son programme balistique. Joe Biden s'est aussi entretenu avec le Premier ministre japonais, réaffirmant sa volonté de défendre le Japon. Ce lancement a mis en danger le peuple japonais et déstabilisé la région. C'est une violation claire des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis vont poursuivre leurs efforts pour limiter les capacités nord-coréennes à poursuivre leur programme de missiles balistiques et d'armes de destruction massive. De son côté, l'Union européenne condamne aussi fermement le nouveau tir de missiles balistiques nord-coréens. Charles Michel dénonce dans un tweet une agression injustifiée et une violation flagrante du droit international. Le secrétaire général de l'ONU accuse aussi la Corée du Nord par la voix de son porte-parole de se livrer à une escalade de la situation et appelle au calme. Nous réitérons une nouvelle fois notre appel au gouvernement de Corée du Nord à reprendre le dialogue dans le but de mettre en œuvre ce que nous appelons de nos vœux depuis longtemps, c'est-à-dire une dénucléarisation complète de la péninsule de Corée. Les responsables sud-coréens et américains redoutent que la situation ne s'aggrave rapidement. Selon eux, le dirigeant nord-coréen se préparait à effectuer un nouvel essai nucléaire, un tir qui pourrait avoir lieu après le prochain congrès du Parti communiste chinois qui débute le 16 octobre. Joe Biden se rend ce jour en Floride où l'ouragan Ian a semé la mort et la dévastation avec la ferme intention de laisser de côté temporairement les clivages politiques dans cet État dirigé par l'un de ses plus féroces opposants. France 24. L'ouragan semble être passé depuis quelques heures à peine. Sa puissance a provoqué tant de dégâts que des voitures jonchent encore les piscines. Les équipes de recherche poursuivent assidûment leur travail et avancent pas à pas. Avec ce système GPS, on nous suit en direct. On descend dans chaque maison, on les répertorie et on recense toutes les personnes présentes.
Des centaines de milliers d'habitants sont toujours privés d'eau et d'électricité. Certains se disent abandonnés. Eux attendaient une aide concrète des autorités, de l'eau, des couvertures, mais par endroits, il leur a été demandé de tout simplement quitter les lieux. Il faudra plusieurs mois et au moins 50 milliards de dollars pour tout reconstruire. Ici, nous avons une pile et il semble que ce soit 2 maisons qui ne forment plus qu'un seul amas de débris. Il y a des destructions massives, des pieux de bois sous lesquels nous ne pouvons pas voir et aussi des creux importants dessous parfois. Alors ces équipes font appel à des chiens pour s'assurer qu'aucun survivant ne reste sous les décombres. Le bilan dépasse désormais les 100 victimes, mais la Floride compte toujours ses morts. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques minutes, la série Dynastie. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.